J'ai travaillé avec l'empereur quand on lui rendit compte de cette réponse. Je n'ai pu cacher l'étonnement et l'indignation qui me causaient certaines expressions. Toutefois, la philosophie seule devait nous tenir lieu de ressentiment. Il fallait bien se dire que toute satisfaction était hors de notre pouvoir quand adresser une plainte directe au prince régent. Ce était ménager peut-être une jouissance de ce prince et celui qui nous offensait un titre méritoire. Et puis d'ailleurs, il ne pouvait exister des plaintes de l'empereur adressées à qui que ce fût la terre. Il n'était plus pour lui, à cet égard, d'autre tribunal que Dieu, la nation et la postérité. Le 23, la frégate, la Doris, est arrivée du Cap. Elle portait 7 chevaux qui y avaient été achetés pour l'empereur. Dimanche 24, l'empereur lisait quelque chose dans lequel on le faisait parler avec trop de bonté. Il s'est récrié sur l'erreur de l'écrivain. Comment a-t-on pu me faire dire cela? C'est trop tendre, trop douloureux pour moi. On sait bien que je ne le suis pas. Sire, disais-je, on a eu une bonne intention, la chose est innocente en elle-même est à peu produire un bon résultat au dehors. Cette réputation de bonté que vous semblez vouloir dédaigner peut avoir un poids immense sur l'opinion. Elle est prévenue du moins les couleurs dont un système en Europe a faussement peint votre majesté aux yeux des peuples. Votre cœur, que je connais à présent, est certainement aussi bon que celui de Henri IV, que je n'ai pas connu. Eh bien, sa bonté est encore proverbiale. Il est demeuré une idole. Et je soupçonne que Henri IV était un temps soit peu charlatan. Pourquoi votre majesté a-t-elle taillé de lettres? Elle montre trop de pour cette espèce de moyen. Après tout, c'est le charlatanisme qui gouverne le monde, heureux toutefois quand il n'est qu'innocent. L'empereur s'est mis à rire de ce qu'il appelait mon verbiage. Mon cher, qu'est-ce que la popularité? La débonnairité, disait-il. Qui fut plus populaire, plus débonnaire que le malheureux Louis XVI? Pourtant, quelle a été sa destinée? Il a péri. C'est qu'il faut servir dignement le peuple et ne pas s'occuper de lui plaire. La belle manière de le gagner, c'est de lui faire du bien. Rien n'est plus dangereux que de le flatter s'il n'a pas ensuite tout ce qu'il veut. Il s'irrite et pense qu'on lui a manqué de parole. Et si alors on lui résiste, il est d'autant plus qu'il se dit trompé. La première devoir du prince, sans doute, est de faire de ce que veut le peuple, mais ce que veut le peuple n'est presque jamais ce qu'il dit. Sa volonté, ses besoins doivent se trouver moins dans sa bouche que dans le cœur du prince. Tout ce système peut ensuite se soutenir, celui de la débonnairité comme celui de la sévérité. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Tout se balance dans ce bas monde que si vous me demandez à quoi on peut me servir mes expressions et mes formes sévères, je répondrai à m'épargner de faire ce dont j'ai menacé. Quel mal après tout ai-je fait? Quel sang ai-je versé? Qui peut se vanter
dans les circonstances où je me suis trouvé, qu'il eût fait mieux qu'à l'époque de l'histoire semblable à mes difficultés offre mes innocents résultats, car que me reproche-t-on? On a saisi les archives de mon administration et de me remettre de mes papiers que t'ont eu à mettre au grand jour. Tous les souverains dans ma position au milieu des factions, des troubles, des conspirations, ne sont-ils pas entourés de meurtres et d'exécutions? Vous voyez pourtant quel a été avec moi le calme subi de la France. Cette marche vous étonne, continua-t-il en riant. Vous qui parfois montrez la douceur et la naïveté d'un enfant. Et me voilà, dans ma propre défense, soutenant vivement à mon tour que tous les systèmes pouvaient avoir leur avantage. Tout homme que venais-je doit se créer sans doute un caractère par l'éducation, mais il faut qu'il impose le pas sur celui qui lui a donné la nature. Autrement, il court le risque de perdre les avantages de celui-ci sans obtenir ceux de caractère qui voudrait se donner se ferait n'être plus qu'un instrument qui faisait sans cesse le goût de la vie de chacun doit être après tout le résultat évident, le vrai jugement de son caractère, le vrai jugement. Oh, de quoi pourrais-je voir me plaindre du dernier degré de la misère? Je me suis relevé seul à une assez belle aisance et du pavé de Londres. Je suis parvenu aux marches de votre trône, au siège de votre conseil. Les toutes sont que j'ai à être embarrassé devant qui que ce soit d'aucune parole, d'aucun écrit, d'aucune démarche. N'est-ce pas aussi avoir poudré en pitié de mes petites merveilles? Et qu'aurais-je donc pu faire de mieux avec une autre tour donnée à mon caractère? On est venu interrompre la conversation pour dire à l'empereur que l'admiral et des dames venues par le Doris sollicitant la faveur d'être présenté. L'empereur a répondu sèchement qu'il ne voyait personne qu'on le laissa tranquille, au point où nous en étions la politesse personnelle de l'admiral était une injure de plus, et quant à ceux qui le suivaient, comment on ne pouvait venir à nous qu'avec la permission de l'admiral. L'empereur ne pouvait accorder qu'on fît aussi les honneurs de sa personne. S'il était au secret, il fallait qu'on le signifiât. S'il n'y était pas, il devait voir que bon lui semblait sans l'intervention de personne. Il ne fallait pas surtout qu'on s'étardât en Europe de l'intérêt de toutes sortes d'égards et de respect quand on ne arrivait que d'inconvéniences et de caprices. L'empereur sortit à 5 heures et s'est promené dans les jardins. Le général-colonel de 53e régiment est venu l'y trouver et lui a demandé la permission de lui présenter le lendemain son corps d'officier. L'empereur l'a accepté pour 3 heures. Demeurés seuls, nous deux, l'empereur a plongé sa promenade et s'est arrêté devant une des plates-bandes à considérer une fleur. Et m'a demandé si ce n'était pas là un lit. Son était un magnifique. Après le dîner, durant notre reversi, accoutumé dont l'empereur commençait de reste à se fatiguer, où croyez-vous, m'a-t-il dit tout à coup qu'il soit en ce moment, Madame de Las Casas est là, sur lui, et j'ai répondu, ah, Dieu le sait. Elle est à Paris, a-t-il continué. C'est aujourd'hui mardi, elle est 9 heures, elle est à l'opéra. Non, sire, elle est trop bonne femme pour être au spectacle quand je suis ici.
Voilà bien le mari, disait l'empereur en riant, toujours confiant et crédule. Puis passant au général Gorgo, il a plaisanté de même sur sa mère et sa sœur. Celui-ci s'en attristant beaucoup et ses yeux s'émouillant. L'empereur, les regardant de côté, disait d'une manière charmante: N'est-ce pas bien méchant à moi, bien barbare, bien tyran de toucher ainsi des cordes si tendres? L'empereur me demandait ensuite combien j'avais d'enfants, quand et comment j'avais connu Madame de las Casas. Je lui répondais que Madame de las Casas était ma première connaissance dans la vie, que notre mariage était une nœud que nous avions lié nous-mêmes dans notre enfance, et que pourtant il avait fallu la plupart des événements de la Révolution pour pouvoir l'accomplir. Lundi 25, l'empereur qui avait pas été bien levé a continué d'être indisposé et a fait prévenir qu'il ne pourrait pas recevoir des officiers du 53e ainsi qu'il l'avait fixé vers le milieu du jeu. Il m'a fait appeler et nous avons relu quelques chapitres de la campagne d'Italie. J'ai comparé celui de la bataille d'Arcola à une chante d'Iliade. Quelque temps avant l'heure de dîner, nous nous trouvions réunis autour de lui dans sa chambre. On est venu nous dire qui nous étions servis. Il nous a renvoyés. Je sortis le dîner. Il m'a retenu. Restez, m'a-t-il dit. Nous dînerons ensemble. Nous sommes les vieux. Laissons aller les jeunes. Nous tiendrons compagnie. Puis il a voulu s'habiller, ayant l'intention, disait-il, de passer dans le salon après son dîner. En faisant sa toilette, il est passé sa main sur sa cuisse gauche, où se voyait un trou considérable. Il y enfonçait les doigts en me le montrant significativement, et voyant que j'ignorais ce que ce pouvait être, il me dit que c'était le coup de baïonnette qui avait failli lui coûter la cuisse au siège de Toulon. Marchand qui l'habillait s'est permis d'observer qu'on le savait bien à bord du Northumberland qu'un des hommes, l'équipage, lui avait dit lorsqu'on arriva que c'était un Anglais, que le premier avait blessé notre empereur. L'empereur, prenant alors ce sujet, disait qu'on avait généralement admiré et prôné le rare bonheur qui le tenait comme invulnérable au milieu des temps de bataille. Et l'on était dans l'heureux. Ajoutait-il seulement, je vais toujours fait le mystère du métanger. Et il a raconté qu'il avait eu 3 chevaux tués sous Louis au siège de Toulon, qu'il en avait eu plusieurs tués ou blessés dans ses campagnes d'Italie, 3 ou 4 au siège de Saint-Jean d'Acre, qu'il avait été blessé maintes fois, car la bataille de Ratisbonne, une balle qui avait frappé le talon, car celle d'Essling ou de Wagram, je ne saurais dire laquelle un autre coup de feu lui avait déchiré la botte, la bas et la peau de la jambe gauche. En 1814, il avait perdu un cheval et son chapeau à Orcy-sur-Arbre, où dans son voisinage, et après le combat de Brienne, en rentrant le soir à son quartier général, triste et méditatif, il se trouva chargé un opinement par des Cosaques qui l'avaient passé sous le derrière de l'armée. Il en repoussa une de la main et se vit contraint de tirer son épée pour sa défense personnelle. Plusieurs de ces Cosaques furent tués
à ses côtés. Mais ce qui donne un prix bien extraordinaire à cette circonstance, disait-il, c'est qu'elle se passa auprès d'un arbre que je considérais en cet instant, que je reconnaissais peut être celui au pied duquel durant nos récréations, à l'âge de 12 ans, je venais lire la Jérusalem délivrée. C'était donc là que Napoléon avait approuvé sans doute les premières émotions de la gloire. L'empereur répétait qu'il avait été trop souvent exposé dans ces batailles, mais on les taisait toujours avec le plus grand soin. Il avait recommandé une fois pour toutes les silences le plus absolu sur toutes les circonstances de cette nature. Quelle confusion, quel désordre nous ont pas résulté de plus léger abri, de plus petit de toute touchant mon existence, disait-il. À ma vie serait attachée le sort d'un grand empire. Toute la politique, elle est destinée de l'Europe. Cette habitude du reste de tenir ces circonstances secrètes faisait, ajoutait-il, en ce moment qu'il n'avait pas songé à la relater dans ses campagnes, et puis elle était aujourd'hui presque hors de sa mémoire. Ce n'était plus guère, disait-il, que par hasard. Et dans le cœur de ces conversations qu'elles pouvaient lui revenir. Mardi 26. L'empereur a continué d'être indisposé. Un des Anglais, dont la femme avait été refusée hier à la suite de l'admiral, est venu me rendre visite ce matin dans l'intention d'essayer une nouvelle et dernière tentative pour parvenir à Napoléon. Cet Anglais parlait très bien le français, ayant demeuré en France pendant toute la guerre. C'était un de ceux connus dans le temps sous le nom détenu. Et de ceux qui venaient en France comme voyageurs se trouveront arrêtés par le premier consulat lors de la rupture du traité d'Amiens en représailles de ce que le gouvernement anglais avait, suivant la coutume, saisi nos bâtiments marchands avant de nous déclarer la guerre. Cette circonstance causa une longue et vive discussion entre les deux gouvernements et empêcha même, durant toute la guerre, un cartel d'échange. Les ministres anglais obstineront à ne vouloir pas regarder leurs compatriotes arrêtés comme des prisonniers, dans la crainte que ce ne fût une renonciation implicite à leur espèce de droit de piraterie. Toutefois, cette obstination de leur part valut une longue captivité à leurs compatriotes. Ils ont été retenus en France plus de 10 ans. C'était l'absence du siège de Trèves, aussi longue, aussi pénible, mais moins glorieuse.